médaille d'or 2020 du CNRS. Françoise Combe est astrophysicienne au LERMA, c'est-à-dire le laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère, donc à l'Observatoire de Paris. Vous êtes aussi, Françoise, professeure au Collège de France. Et vous avez choisi de nous parler cet après-midi d'un thème qui est aussi l'objet des récompenses des Nobel il y a finalement assez peu de temps. Les trous noirs, ces objets théoriques d'abord imaginés dans les équations d'Einstein et qui petit à petit, au fur et à mesure des décennies, ont vu surgir des idées d'expérimentation et puis maintenant des observations. Vous avez choisi d'intituler cette conférence « Ces trous noirs si lumineux » et je vous cède la parole. Merci. Merci à tous, merci de nous accueillir ici. Voilà, en effet, je vais parler des trous noirs si lumineux. Cela peut paraître bizarre puisque justement un trou noir, c'est quelque chose qui ne rayonne pas, mais ils sont vraiment très lumineux puisque ce sont les objets les plus lumineux de l'univers. Pourquoi? Parce que on va le voir, ils donnent lieu par leur gravitation à des phénomènes extrêmement lumineux. Alors justement, pour essayer de donner un petit peu tous les événements récents dont on a été le témoin pendant ces dernières années, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer d'abord l'ombre du trou noir. L'ombre du trou noir dont vous avez certainement vu l'image l'an dernier qui a été diffusée par un communiqué de presse. Cette image que vous voyez à gauche, c'est l'image du trou noir de la galaxie Messier 87, qui est la principale galaxie de l'amas de la Vierge, au centre de l'amas de galaxie de l'amas de la Vierge. Alors, que se passe-t-il ici? Ce que vous voyez, c'est un rond de lumière qui a été coloré en orange, ce sont des fausses couleurs. Il s'agit de la lumière en radioastronomie millimétrique. On peut avoir une extrême résolution spatiale. Comme vous voyez, la dimension ici, c'est 1 semaine-lumière. Cette galaxie, on la connaît depuis longtemps. Et j'ai remis ici en bas à droite tout ce qu'on connaissait auparavant. On a ici le lobe radio, c'est une galaxie active, un quasar qui émet beaucoup de radio G, un G radio ici, comme vous voyez, la dimension 4000 années-lumière. On voit aussi en optique, ici en rouge, c'est l'image optique, on voit encore un G. Et puis déjà, on avait fait ce qu'on appelle une interférométrie à très longue base, en longueur d'onde centimétrique cette fois. Centimétrique, c'est beaucoup plus facile parce que l'atmosphère est vraiment transparente et ne bouge pas. Et on avait vu le début de ce jet radio qu'on voit là, à une échelle de 0,1 année-lumière cette fois. Et on voit que le jet commence avec un cœur ici et puis des jets. Mais alors là, vous voyez qu'on est allé encore plus loin. C'est pas 0,1 année-lumière, c'est 1 semaine-lumière. On a pu avoir une taille ici, la taille de l'anneau fait 40 micro-arcs-secondes. Alors, comment on a pu avoir ça? Eh bien, c'est avec cette interférométrie à très longue base. Vous en voyez en Europe ici, c'est le plateau, le Pico Veleta, le plateau de Bure, 2 instruments de l'IRAM en France et en Espagne. Et puis, il y a les éléments du Chili ici avec ALMA. Il y a aussi le Japon, Hawaï, etc. Donc, on utilise la Terre entière pour avoir une longueur de base qui fait le diamètre de la Terre, 12 000 km. Et c'est grâce à ce télescope, cette résolution spatiale d'un télescope qui aurait 12 000 km de diamètre, que l'on peut avoir une taille de 40 microsecondes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le gaz ionisé qui tourne autour du trou noir, qui va être avalé, mais qui au début tourne dans un disque d'accrétion. Et ce qu'on voit aussi, c'est l'ombre du trou noir. On voit quelque chose de noir au centre. Pourquoi? Parce que même s'il y a des rayons lumineux, et ces rayons lumineux vont être avalés par le trou noir. On verra toujours une ombre du trou noir. Alors ici, on voit que l'ombre du trou noir est quand même plus grande que l'horizon. Alors on va définir ce qu'est l'horizon et justement c'est pour ça que le télescope s'appelle Event Horizon Telescope, c'est parce que chaque trou noir a un horizon. Alors qu'est-ce que c'est que l'horizon? Je rappelle que la gravité est une force qui n'est pas comme les autres. Einstein avait montré que la gravité, c'était une déformation de l'espace. Donc, j'ai dessiné un petit peu à droite, là, l'espace à 2 dimensions qui est comme un tapis.
Et au centre, vous avez une étoile comme le Soleil, par exemple, qui est le petit point bleu. Et chaque masse va déformer le tapis, et c'est ça la gravité. Les photons vont suivre les plus grandes lignes là du tapis, vont être déviés par le Soleil, par exemple, ou l'étoile qui est en bleu ici. Donc on a une gravité et on peut à chaque point en déduire la vitesse qu'il faut pour s'échapper de la gravité. Pardon, excusez-moi, ça part tout seul. On a la vitesse d'échappement qui est définie comme l'énergie cinétique, si vous voulez, V2, qui est égale à l'énergie potentielle. Donc la masse sur le rayon. Donc il faudrait que, pour avoir un trou noir, une masse soit très 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 concentrée, de manière à ce que cette vitesse d'échappement soit égale à la lumière. Donc ça veut dire que même la lumière ne pourra pas en sortir. Et c'est ce rayon-là, R, qu'on va appeler donc V2 sur GM sur C2, hein, lorsque V2 égale C. Donc ce rayon-là qu'on va appeler horizon des événements. Donc au-delà de l'horizon, on ne pourra pas savoir ce qui se passe, aucun signal ne pourra sortir. Alors que se passe-t-il? Là, c'est une étoile. Que se passe-t-il lorsqu'on a un trou noir? Eh bien, ce n'est pas seulement une déformation du tapis de l'espace, mais c'est plutôt un trou dans le tapis, ce que vous voyez là, une singularité. Et on peut donner des ordres de grandeur. Hein. Par exemple, pour une étoile ou un trou noir qui a la même masse que le Soleil, une masse solaire ici, eh bien, le rayon de l'horizon serait de 3 km. Vous voyez que c'est proportionnel. Le Soleil, actuellement, a un rayon de 700 000 km. Donc, on voit bien que ce ne sera jamais un trou noir. Mais qu'il faudrait que toute la masse du Soleil soit concentrée dans 3 km. Donc, c'est une extrême concentration et on aurait un horizon de 3 km. Alors, ce qui caractérise un trou noir, on dit souvent que le trou noir n'a pas de cheveux. Pourquoi? Parce que sur sa carte d'identité, il n'y a que 2 paramètres. Il y a la masse et puis le spin, parce que, évidemment, la matière qui est tombée pour le fabriquer avait déjà un moment cinétique. Donc, il tourne sur lui-même avec un spin. Et c'est les 2 caractéristiques que vous avez pour définir un trou noir. Alors, il y a quand même 2 sortes de trous noirs qui sont connus en astrophysique. Il s'agit d'un trou noir de masse, quelques masses solaires, de masse stellaire, donc, qui surviennent lorsque une étoile en fin de vie n'a plus de carburant, elle a brûlé tout l'hydrogène et elle va exploser en supernova. À ce moment-là, le résidu qui reste, après que l'enveloppe soit partie, s'il est supérieur à 3 masses solaires, à ce moment-là, il n'y a plus aucune pression qui va compenser la gravité. On aura l'effondrement en trou noir. On en connaît beaucoup qui ont entre 3 et 50 masses solaires. Alors, pourquoi on les connaît? C'est parce qu'en général, la plupart des étoiles est binaire. On a donc une étoile qui devient trou noir lorsqu'elle a explosé en supernova et le compagnon continue à tourner autour. Alors évidemment, on le voit, le compagnon, et on peut voir qu'il tourne autour, on peut mesurer sa vitesse et on peut connaître la masse de la matière invisible autour de laquelle il tourne, et on en déduit qu'il y a des trous noirs. On en connaît ainsi beaucoup de trous noirs dans la Voie lactée. Il y en a certainement des centaines de millions, puisque beaucoup d'étoiles ont déjà explosé en supernovae et sont devenues des petits trous noirs. Donc ça, c'est connu. Et puis, il y a aussi une autre caractéristique de trous noirs qui est bien connue aussi, c'est les supermassifs. Supermassif veut dire que la masse est de 1 million à 1 milliard de masse solaire. Évidemment, le rayon est proportionnel à sa masse et on en a un dans chaque galaxie. On sait maintenant que chaque galaxie avec un bulbe a un trou noir en son centre qui est supermassif et proportionnel à la masse du bulbe. Il y en a un, par exemple, dans la Voie lactée dont on va parler. On a quelques nouveautés là-dessus. Alors, ce trou noir, je le dis tout de suite, c'est qu'on peut calculer la densité moyenne de masse à l'intérieur de l'horizon. Bien sûr, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon. Est-ce qu'il y a une singularité? Est-ce que la masse est infinie? On n'en saura rien. Par contre, on peut calculer la masse moyenne. Et comme le rayon est proportionnel à la masse, vous voyez que la densité qui est à la masse sur le volume va être proportionnelle à 1 sur la masse au carré. Donc, plus un trou noir est massif et plus sa densité moyenne est faible. Ça veut dire que les forces de marée qui vont s'exercer sur, par exemple, un astronaute ou une étoile qui s'approche du trou noir vont être de plus en plus faibles. Plus le trou noir a une forte masse, plus les forces de marée vont être faibles. Donc, si vous avez un trou noir d'1 milliard de masse solaire, il est possible que l'astronaute rentre dans le trou noir, dans l'horizon, sans s'en apercevoir. Donc, quand vous avez 1 million de masse solaire, vous apercevez quand même des forces de marée, mais au-delà d'une certaine masse, les étoiles vont rentrer sans être affectées. Ça, c'est très intéressant, on va le voir. Alors, comment on représente un trou noir? Je vous ai déjà montré cette
image qui ressemble à un chapeau mexicain. Alors pourquoi? C'est que, évidemment, on ne voit pas le trou noir, mais on voit le disque d'accrétion, le gaz qui est en rotation ici autour du disque d'accrétion. Alors on a fait un petit schéma ici d'un disque d'accrétion qui est vu par la tranche, et la gravité est tellement forte que la lumière qui sort du disque va être déformée. En fait, en quelque sorte, on a une image gravitationnelle comme une lentille gravitationnelle, et on voit le disque par-dessous et on voit le disque par-dessus. Excusez-moi, ça part tout seul. Ici, nous avons cette image de chapeau mexicain. On voit bien que en haut, vous voyez le disque derrière, mais par-dessus, et en bas, vous le voyez une deuxième fois, mais par-dessous. Donc, le disque envoie de la lumière des deux côtés. Vous avez en quelque sorte une image gravitationnelle, et vous avez cette image caractéristique qui a été simulée sur ordinateur par plusieurs personnes, et notamment, par exemple, dans le film Interstellar, vous avez des trous noirs comme ça aussi. Alors évidemment, comme la matière tourne très rapidement autour du trou noir, lorsqu'elle vient vers vous, il y a un boost relativiste et vous voyez énormément plus celle qui vient vers vous. Donc cette photo est tout à fait réaliste. Et puis beaucoup moins celle qui s'en va. Alors évidemment, le gaz, il s'approche près du trou noir. À l'horizon, vous auriez une vitesse pratiquement égale à la vitesse de la lumière, mais un petit peu plus loin, 3 ou 4 rayons de l'horizon, vous avez une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Alors voici un petit peu les images que l'on pourrait avoir par lentille gravitationnelle. Ce sont des images qui ont été produites par Alain Riazuelo à l'IAP, de calcul de la déviation des rayons lumineux d'un paysage lointain par un trou noir, un petit trou noir qui serait près de la Terre, si on peut supposer, un petit trou noir près de la Terre, par exemple un trou noir de masse stellaire. À ce moment-là, vous auriez une étoile qui est ici, sans trou noir. Vous la verriez avec deux images de la même étoile. Et puis, vous voyez la Voie lactée ici qui serait déformée. Vous voyez les nuages de Magellan par ici qui seraient des anneaux, puisqu'ils seraient tout proches du trou noir, etc. Donc, un trou noir dévie tous les rayons lumineux qu'il y a derrière et vous permet d'avoir une image déformée. Alors, on va s'intéresser beaucoup au trou noir qui est le plus proche, le trou noir supermassif qui est le plus proche de nous, qui est celui de la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est la galaxie où nous sommes. Ici, on a une vue d'artiste, puisqu'évidemment, on est à l'intérieur, on ne peut pas la voir par-dessus. Le Soleil est à peu près ici. Vous voyez que la taille fait 100 000 années-lumière, et nous sommes à peu près à 20 000 années-lumière du centre de la galaxie où il y a ce fameux trou noir. Alors, que faut-il pour voir ce trou noir? Alors, ce que vous voyez ici, c'est une vue d'artiste, mais ce que vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire la Voie lactée par la tranche, avec beaucoup de poussière. Donc, quand on regarde de près, on voit qu'il y a des étoiles, évidemment, qui émettent en jaune ici, mais il y a énormément de bandes noirâtres qui sont la poussière qui absorbe les étoiles derrière. Et dans la lumière optique, on ne voit pas du tout le centre de la galaxie. Il faut aller à 2 microns de longueur d'onde. Ici, on a une image de la Voie lactée à 2 microns de longueur d'onde et on voit enfin le centre de la galaxie parce qu'on peut traverser la poussière. Les grains de poussière sont en moyenne de l'ordre de 0,5 microns, qui est égal à la longueur d'onde visible. C'est pour ça qu'il y a résonance et absorption. À 2 microns, il y a très peu de grains. On en voit un petit peu. Et donc, on voit le bulbe de la galaxie qui est en fait une barre. Et on va percer et arriver un peu plus près du centre de la galaxie pour voir un peu ce qui se passe autour du trou noir. Alors, je vous ai dit que pour aller au trou noir, il y a 20 000 années-lumière. Ici, on a fait un grand zoom puisqu'on voit une année-lumière de taille et on voit toutes les étoiles. Alors ici, c'est toutes les étoiles, mais vous voyez que ce sont des taches parce que l'atmosphère terrestre, même en infrarouge, nous fait beaucoup de turbulences et étale la lumière des étoiles en une grosse tache. Mais ici, vous voyez une image donc du VLT, du Very Large Telescope de l'ESO au Chili. Et cette image a été prise aussi à 2 microns de longueur d'onde. Mais cette fois-ci, on a fait un zoom très proche. Ici, vous aviez une année-lumière, maintenant on a 20 jours-lumière. On a un zoom et on voit toutes les étoiles beaucoup plus proches. Pourquoi? Parce qu'on a pu regarder en optique adaptative, c'est-à-dire corriger des fluctuations de l'atmosphère. Alors, comment fait-on? Cette petite animation ici vous dit ce qui est possible de faire lorsque l'optique adaptative est on. Vous voyez que les étoiles qui étaient des taches énormes lorsque le système est off, va pouvoir avoir la tâche de diffraction du télescope de 8 mètres, alors que normalement, on a 1 seconde la taille d'une tâche, et c'est la taille de diffraction d'un télescope de 10 cm. Donc, on passe de 10 cm à 8 mètres, c'est une grande progrès, grâce à l'optique adaptative qui permet de geler l'atmosphère sur quelques nanosecondes et ensuite sommer toutes les étoiles de front d'onde lorsqu'il est corrigé. Donc, grâce à cette optique adaptative,
les deux groupes européens et américains qui ont été remerciés par le prix Nobel cette année, en 2020. Hein, le leader du groupe européen, c'est Rainer Genzel, et le leader du groupe américain, Andrea Ghez. Ils ont regardé les étoiles du centre de la galaxie, dont vous voyez ici les mouvements qui ont été filmés depuis 1990, même 95 sur ce petit film. Alors, vous voyez, le centre de la galaxie est au milieu, c'est l'étoile, et puis tous les ronds, ce sont les étoiles que l'on a pu voir. Vous voyez en haut à droite le temps qui s'écoule en l'an 2000, etc. Et vous en avez au moins une centaine d'étoiles comme ça qui orbitent avec des vitesses très grandes de 1000 km par seconde. Et vous avez notamment l'étoile jaune ici, qui est l'étoile S2, la plus proche. Et on va voir qu'elle a une période qui fait à peu près 16 ans. Donc, on a pu la voir, la deuxième orbite. Et c'est cette étoile qui, en 2018, a permis de faire des progrès énormes, comme on va le voir ici. Par exemple, grâce à l'interféromètre infrarouge qui s'appelle Gravity. Gravity, justement, pour regarder la gravité autour du trou noir du centre de la galaxie. Alors, cette collaboration Gravité, qui est justement comme leader Reinhard Genzel, mais beaucoup de personnes à l'Observatoire de Paris, comme Guy Perrin et ses collaborateurs, ont permis de mettre en évidence, en faisant l'interférométrie entre les 4 télescopes de 8 mètres du VLT, de regarder cette étoile. Alors, vous voyez que sa trajectoire, elle a été très suivie, et surtout, en 2018, elle est passée au péricentre. Vous voyez qu'elle est très elliptique, donc elle a pu passer à 16 heures-lumière du centre Sagittarius-A*, qui est le trou noir. C'est une petite source radio, c'est pas un noyau très actif, mais c'est une petite source radio. Et ici, on voit les vitesses qui ont été atteintes. On ne le voit pas ici, 4000, ça va jusqu'à 7000 km par seconde. Donc, c'est un péricentre très rapide qui a permis de vérifier à la fois le redshift gravitationnel dû à la relativité générale, donc vérifier les équations d'Einstein, qui est au-delà de Newton, et puis aussi, quelque chose de très intéressant, qui a permis de regarder un petit peu la matière qui tourne autour du trou noir. Alors, ce que vous voyez ici dans la petite animation, il s'agit des étoiles. Alors, elles semblent vibrer, mais simplement, c'est dû à la turbulence de l'atmosphère, qui n'est pas totalement corrigée par l'optique adaptative. Donc, les étoiles scintillent, en quelque sorte. Et ce que vous voyez au centre, autour de Sagittarius-A*, c'est un sursaut infrarouge qui a une semi-périodicité d'à peu près 30 à 40 minutes et qui se retrouve en infrarouge, mais en rayons X, en radio, etc. Et donc, l'interféromètre Gravity a pu regarder, pendant un de ces sursauts, a pu regarder le pic de lumière. Vous voyez, ici, il tourne d'ici vers là. Et le modèle qui peut être en net tiré, évidemment, il y a beaucoup de bruit, c'est tracé incertain. Là, c'est dû à l'interférométrie en infrarouge. Et ce petit cercle qui a été déterminé en 2018, est à peu près l'équivalent de l'image. Alors, voici nos prix Nobel, qui sont Reinhard Genzel, Andrea Ghez, et Roger Penrose. Roger Penrose, ici, n'était pas un observateur, mais quelqu'un qui a fait la mathématique de la forte gravité qu'il y a autour d'un trou noir. En 1965-70, par exemple, il a été le premier à montrer, en résolvant de façon mathématique les équations d'Einstein, que le trou noir était inévitable en relativité générale. Et ça a permis de convaincre les astronomes que le trou noir allait exister. Maintenant, on le sait puisqu'il y a une image d'un trou noir. Mais il faut se remettre à l'époque, dans les années 70, même avant, dans les années 50, même Einstein ne croyait pas qu'on puisse avoir un trou noir, c'est une singularité. Il pensait que c'était complètement absurde d'avoir une masse qui s'effondrait en un point. Beaucoup d'astronomes pensaient que lorsque l'étoile allait exploser en supernovae, le reste allait tourner, allait être instable, on ne pouvait pas appliquer la symétrie sphérique, l'étoile allait s'éparpiller, il n'y aurait pas de trou noir. Et Penrose a été celui qui a établi par la mathématique que le trou noir était inévitable, que même la pression, si elle était très forte, elle ne pourrait pas échapper au collapse, parce qu'au contraire, la pression rajoutait de la masse, puisque E égale mc2, rajoutait de l'énergie de la masse, et que le trou noir était inévitable. Donc c'est pourquoi il a eu aussi le tiers du prix Nobel avec les deux autres. Alors voici à quoi ressemblerait
l'image de notre propre galaxie, du trou noir autour de Sagittarius A*, si on avait pu faire l'image. En fait, on a vu que Gravity a montré qu'il tournait un petit peu de gaz avec une taille de 40 micro-arcs-secondes. Alors, pourquoi on n'a pas pu faire l'image, en fait? Eh bien, simplement parce que le trou noir, il a la même taille pourtant, hein, mais C87 a un trou noir qui est 2000 fois plus loin, avec une masse de 1000 fois plus massive. Donc, finalement, la taille angulaire, elle est la même. C'est 40 micro-arcs-secondes pour Sagittarius A* et pour Messier 87. Donc, on pourrait se dire pourquoi l'Event Horizon Telescope n'a pas imagé le centre de la galaxie. Eh bien, simplement, c'est que la période aussi de rotation, elle est proportionnelle à la masse, donc elle est 2000 fois plus faible. Donc, le gaz ionisé tourne en 40 minutes au lieu de presque 2 mois pour Messier 87. Donc, lorsqu'on a un télescope qui est au Japon, qui doit interférométrer avec un télescope au Chili, etc., on a besoin d'au moins un quart d'heure ou une demi-heure pour calibrer avant de prendre une image. Évidemment, au bout d'un quart d'heure, le gaz a disparu. Donc, ça va beaucoup trop vite. Et il n'a pas été possible de faire une image au centre de la galaxie, mais dans le futur, peut-être, il sera possible. Par contre, pour Messier 87, il a été possible de voir, parce que vous voyez qu'il y a des possibilités. On sait maintenant que le trou noir est en rotation, et on peut savoir aussi que sa rotation est dans le sens inverse de la ligne de visée, puisqu'on a vu ces deux possibilités. On n'a pas vu celle-là. Donc, ça veut dire que le spin du trou noir, vous voyez, il y a 4 possibilités. Spin du trou noir vers nous, hop, et puis le spin de gaz autour, vers nous ou non. Eh bien, on a 4 possibilités. On en a 2 qui sont déjà éliminées. Donc, on a beaucoup appris déjà en faisant l'image du trou noir de Messier 87. Alors, au sujet du trou noir de la Voie lactée, est-ce qu'il y a d'autres événements qui pourraient arriver? Est-ce qu'il pourrait devenir actif un jour? On l'a cru. En 2011, on a vu un nuage de gaz qui est représenté ici par la vitesse et puis sa taille. Ici, vous avez en 0,2 arcs-secondes, qui fait une seconde, c'est 0,1 année-lumière à cette distance-là. Et on voit qu'en 2008, le gaz s'approche et puis suit cette trajectoire-là. Il devient très rapide à 2000 km par seconde, donc il s'approche du centre. Alors, ce qu'on avait cru en 2011, c'est que ce nuage de gaz allait, on a pu retracer sa trajectoire, hein, il tourne ici, pardon, et on a pu simuler un petit peu, on pensait que c'était un nuage de gaz uniquement, et donc il aurait été très facile de le déchirer par les forces de marée au voisinage du trou noir, et on aurait pu avoir enfin beaucoup de gaz qui tombait sur le trou noir de notre propre galaxie. On aurait pu avoir un feu d'artifice, une activité, etc. D'où il y avait une grande excitation parmi les astronomes. Et ce qu'on a vu, hélas, en 2014, c'est qu'on a vu ce nuage de gaz passer autour de Sagittarius A*, et puis il est ressorti sans avoir été inquiété, en quelque sorte. Il n'a pas été déchiré par des forces de marée. Alors pourquoi? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose, mais on interprète en disant que, sans doute, à l'intérieur de ce nuage de gaz, il y a une étoile. En fait, ce n'est pas un nuage de gaz tout seul, c'est une étoile et une enveloppe circumstellaire de gaz. C'est pour ça qu'on avait vu l'émission du gaz. Mais en fait, c'est une étoile et que l'étoile, elle a conservé la cohérence de l'ensemble et l'étoile est ressortie comme les autres étoiles autour du centre galaxique. Donc, toutes les étoiles, en fait, elles sont à des distances telles, même 16 heures-lumière, qu'elles ne voient pas vraiment la force de marée du trou noir. Elles ne sont pas inquiétées. Donc, voici ce qu'on peut prédire sur cette nuage de gaz qui suit l'étoile, c'est qu'en 2021, il va sortir ici. Et hélas, on n'a aucune activité du trou noir. Alors, ce qui pourrait arriver à un horizon de temps beaucoup plus lointain, c'est par exemple la fusion entre le trou noir qu'il y a dans notre galaxie, ici c'est la Voie lactée, et puis la galaxie spirale la plus proche, qui a un trou noir qui est 30 fois supérieur à la masse du trou noir de notre galaxie, c'est Andromède. Donc, ce trou noir-là va sans doute, lorsque dans peut-être 2 milliards d'années, notre galaxie va fusionner avec Andromède, nous aurons la fusion de 2 trous noirs. Ici, ça a été simulé. Vous avez la fusion de 2 galaxies semblables à Andromède et la nôtre. Hein. On sait qu'il va en résulter une beaucoup plus grosse galaxie, peut-être elliptique, peut-être de ce genre-là. Et puis, ce qui va arriver aux trous noirs, eh bien, les trous noirs vont spiraler les uns vers les autres et vont émettre des ondes gravitationnelles. Et là, on espère qu'on va pouvoir détecter, pas les nôtres, bien entendu, mais un grand nombre d'ondes gravitationnelles qui seront dues à la fusion de trous noirs supermassifs. Alors, pour l'instant, on a beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce qu'en effet, en 2015, on a détecté la première fusion de trous noirs
par les ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? C'est une onde de déplacement de l'espace, en fait de dilatation et contraction de l'espace, puisque, comme on a dit tout à l'heure, la gravité, c'est une déformation de l'espace, et lorsque cette gravité bouge, le trou noir bouge, il faut bien que l'information se propage dans tout l'univers, et donc c'est par des ondes de dilatation de l'espace que cette gravité va être propagée vers tout le reste de l'univers. Donc c'est vraiment très très faible. Et Einstein l'avait prédit, bien sûr, mais avait pensé que jamais ce serait possible de détecter tellement ces déformations de l'espace sont très faibles. Eh bien oui, comme vous le savez, il a été possible, grâce à LIGO, Virgo, des interféromètres au sol, dont le principe est indiqué ici par cette petite animation. Vous avez 2 bras d'interféromètres qui, lorsque on a une onde gravitationnelle qui va se propager, eh bien un bras va être déformé plus que l'autre. Alors au repos, on se débrouille pour qu'il y ait un laser qui parcourt ces deux et qui interfère, et que au repos, il y a une frange noire, et que dès qu'il y a une toute petite variation, mais alors toute petite, ça veut dire que la variation relative de la longueur des branches, c'est 10-21 ordre de grandeur. Donc c'est extrêmement faible, donc c'est vraiment un exploit d'avoir pu mesurer ces ondes, mais ça a été possible. Et comme vous l'avez vu sans doute beaucoup, ce genre d'onde a été détecté. Alors ce que l'on voit ici, c'est des ondes qui deviennent de plus en plus intenses, et au fur et à mesure que les trous noirs tournent de plus en plus vite autour l'un de l'autre, eh bien les ondes ont une fréquence qui croît, et ce qu'on voit ici, la fréquence croît, et ça fait comme un petit cuicui, un oiseau ici. Et puis ce que vous voyez, c'est le signal qui a été détecté dans les 2 stations de LIGO, et le signal modélisé. C'est vraiment, ça ressemble énormément. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les 2 trous noirs étaient très massifs, donnaient une somme de 2 trous noirs de 65 masses solaires. Alors évidemment, c'est plus facile de détecter les trous noirs massifs, donc c'est les premiers qu'on a détectés. On détecte surtout les trous noirs massifs. Mais on voit que la masse finale de cette fusion a donné un trou noir de 62 masses solaires. On a perdu 3 masses solaires dans l'événement. Pourquoi? Eh bien, ces 3 masses solaires ont servi d'énergie en donnant MC2 égale de l'énergie. L'énergie pour déformer l'espace. Il faut énormément d'énergie pour faire des ondes gravitationnelles, et surtout ces ondes ont voyagé pendant 1,3 milliard d'années avant de nous parvenir, puisque la fusion était très loin. Alors, dans cette industrie qui commence à devenir de plus en plus importante, aujourd'hui on a à peu près 50 fusions de trous noirs détectées, et on a aussi détecté des fusions de 2 étoiles à neutrons. Ça a été encore plus instructif pour nous, parce que lorsque 2 fusions de trous noirs sont détectées, on ne détecte que les ondes gravitationnelles, tout le reste est enfoui dans le trou noir final. Par contre, lorsqu'il y a des étoiles à neutrons, on a encore des rayonnements électromagnétiques qui peuvent sortir. Ici, donc, on a symbolisé 2 étoiles à neutrons qui fusionnent en une seule, qui va devenir un trou noir à la fin. Mais on a pu avoir des événements lumineux, comme une kilonova, c'est-à-dire 1000 fois l'énergie d'une nova, et un sursaut de rayons gamma, des neutrons qui ont été bombardés, qui ont bombardé l'onde de choc ici. On a pu avoir, grâce à ces bombardements de neutrons, fabrication d'éléments lourds comme l'or, le platine, tous les lanthanides sont fabriqués dans la fusion d'étoiles à neutrons. Et on a pu aussi vérifier, bien que cet événement soit aussi à 130 millions d'années-lumière de nous, que le signal des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques sont arrivés en même temps, à quelques secondes près, ce qui nous montre que les ondes gravitationnelles vont exactement à la même vitesse que les ondes électromagnétiques. Alors ça, c'est prévu par la gravité d'Einstein, mais ce n'est pas forcément vrai pour toutes les théories de gravité modifiée qui sont développées aujourd'hui pour essayer de résoudre le problème de la matière noire et de l'énergie noire. Et donc ça a été très très important d'avoir une mesure, c'est la première fois qu'on a une mesure des ondes gravitationnelles, la vitesse des ondes gravitationnelles, et avec une précision énorme, simplement parce qu'on les a vues à quelques secondes près sur 130 millions d'années. Alors voici où nous en sommes, c'est à peu près les 50 fusions de trous noirs qui ont été détectées par LIGO, Virgo et les événements au sol. Vous avez ici la masse en masse solaire. On a un événement qui est beaucoup plus massif qu'on aurait escompté. Ici, on a 3
fusion d'étoiles à neutrons. Les trous noirs, c'est beaucoup plus fréquent, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est plus facile à détecter aussi. Et donc, je vais revenir un peu sur cet événement qui a été publié en 2020, cette année. C'est l'événement qui s'appelle, alors GW, c'est pour Gravitational Wave. 19, c'est l'année. Et là, elle a été détectée le 21 mai 2019 et ça a été publié cette année après du travail pour bien réduire toutes ces données. Alors, l'extraordinaire, c'est d'abord, c'est le trou noir le plus massif et surtout, il était la fusion de deux trous noirs de 65 et 85 masses solaires. Ça a été une surprise puisque à partir de 60 masses solaires, on sait qu'il n'est pas possible de former un trou noir plus massif que cela par explosion de supernovae. Pourquoi? Parce que l'explosion de supernovae d'une étoile plus massive que 60 va être tellement importante, tellement énergique, que chaque photon va pouvoir se transformer en paire électron-positron, de particules-antiparticules, et donc la pression va tomber brutalement à certains endroits, ça va être extrêmement instable, et donc toute l'étoile va exploser, il n'y aura aucun résidu, c'est-à-dire aucun trou noir, aucune étoile à neutrons, rien du tout, tout s'en va dans l'espace. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir, par explosion de supernovae, de trous noirs de cette taille-là. Alors, comment est-ce possible qu'on ait vu la fusion de deux trous noirs? Eh bien, on pense qu'il s'agit de fusions successives qui se produisent au même endroit dans un amas globulaire. Les amas globulaires, ce sont les seuls endroits où il y a une très grande concentration d'étoiles, puisque normalement, les étoiles sont très, très loin les unes des autres. Le Soleil est la plus proche étoile, c'est à 4 années-lumière. Tandis que là, dans un amas globulaire, dans l'espace de 1 ou 2 années-lumière, on a 100 000 étoiles. Donc, on peut avoir collision entre étoiles et collision de trous noirs. Ils sont déjà là, donc collisions successives. Et donc, ces trous noirs n'ont pas été formés par explosion, mais par fusion. Et c'est ainsi qu'on peut former des trous noirs de masse intermédiaire, 142. Ça, c'est très intéressant car c'est un chaînon manquant pour arriver à former des trous noirs supermassifs qui vont ensuite se trouver au centre de chaque galaxie. Alors justement, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir la fusion de deux trous noirs supermassifs. Alors ça, ce ne sera pas avec LIGO Virgo, qui ont des tailles de bras d'interféromètres qui sont 3 km. En fait, on peut mesurer, je crois, 3000 km de longueur d'onde, car les lasers, on les fait se réfléchir 3000 fois. Donc, on peut avoir des longueurs d'onde de 3000 km, etc. On va envoyer dans l'espace un interféromètre qui s'appellera LISA, qui pourra avoir 5 millions de kilomètres, mais ce ne sera toujours pas suffisant. En fait, lorsqu'on aura des trous noirs de taille supermassive, c'est-à-dire la fusion de deux galaxies qui va donner la fusion de deux trous noirs, la longueur d'onde correspondante sera de l'ordre de l'année-lumière. Donc ça, c'est pas possible, même LISA ne pourra pas détecter cela. La longueur d'onde, c'est l'année-lumière, ça veut dire que la fréquence est de nanohertz, quelques nanohertz. Et pour cela, eh bien, on va utiliser les pulsars. Alors les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui nous envoient des petits signaux. Alors ces signaux sont pulsés, c'est comme un phare, et quand il vient vers nous, on a une luminosité, et on sait qu'il y a des pulsars qui sont de millisecondes, des pulsars millisecondes. C'est assez fascinant de voir qu'une étoile à neutrons peut tourner 1000 fois sur elle-même à la seconde. Et ces pulsars, ce sont des horloges, car ils sont extrêmement précis, exactement toujours la même période de rotation pendant des années et des milliards d'années, on a une précision de 10 chiffres significatifs. Donc, on va utiliser un grand nombre de pulsars. Alors, pour l'instant, on a quelques centaines de pulsars connus. Avec SKA, qui est le Square Kilometer Array, on pourra avoir 20 000 pulsars dans la Voie lactée. Donc, on pourra échantillonner tout l'espace. Vous voyez, cette photo montre l'espace à 2 dimensions, pour pouvoir le représenter, où il y aurait des ondes gravitationnelles qui seraient de l'ordre de l'année-lumière, et les pulsars, si on fait le suivi de leur période, lorsqu'il y a une onde, évidemment, ils mettent plus de temps à nous parvenir, donc la période va être déformée. Donc, on pense que dans l'avenir, on pourra détecter la fusion de trous noirs massifs avec les pulsars. Alors, justement, voici toutes les fréquences d'ondes gravitationnelles qui sont escomptées. Aujourd'hui, on a détecté LIGO et Virgo avec des fréquences de 100 Hz. Avec LISA dans l'espace, ce sera des fréquences plus basses. Et puis, celle qui nous intéresse pour la fusion de trous noirs supermassifs, c'est ici. Et on voit qu'il y a déjà un résultat préliminaire qui a été détecté par Nanograve, qui est une
la collaboration internationale. Alors, il y en a européenne, américaine et puis internationale, IPTA, c'est l'International Pulsar Timing Array. Et en 2020, ils ont publié un premier résultat, d'un résultat cohérent entre plusieurs pulsars qu'ils ont détectés pendant 12 ans. Ils ont suivi pendant 12 ans et demi et ils ont le premier résultat, enfin, de résultat cohérent du nombre gravitationnel avec des pulsars. Il n'y a pas tout à fait la bonne géométrie quadrupolaire, mais c'est vraiment l'avenir qui va pouvoir nous donner des fusions de trous noirs supermassifs. Donc, on va s'intéresser maintenant à ces trous noirs supermassifs qui sont ultra lumineux, comme je le disais en titre. Ce sont les quasars. Les quasars, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trous noirs supermassifs qui sont dans chaque galaxie. Et lorsque le trou noir avale beaucoup de matière, il peut être très actif. La plupart du temps, il n'avale rien, donc on ne le voit pas. Mais lorsqu'il peut avaler une grande quantité de matière, à ce moment-là, il peut être beaucoup plus brillant que toute la galaxie dans laquelle il habite. Alors, par exemple, le quasar 3C273 que vous voyez ici, vous voyez une étoile, en fait. Vous avez même le diagramme de diffraction de l'étoile. C'est une image du Hubble Space Telescope, mais à l'époque, en 1963, eh bien, on voyait une étoile, une grosse tache. On appelait ça quasi-star, pardon. C'est là vient le nom, quasar, quasi-star, et on ne savait pas du tout ce que c'était. En fait, on avait des sources radio. Le catalogue 3C, c'était des sources radio. On voyait qu'il y avait des étoiles qui correspondaient, mais on ne savait pas du tout quelle est la distance. On regardait le spectre optique, et ce n'est que Martin Schmidt, que vous voyez ici en première page du Time Magazine, qui avait eu l'idée de penser que c'était un spectre très décalé vers le rouge, donc c'était des objets très très lointains, et donc extrêmement énergétique. Et en effet, c'était à l'époque un redshift de 0,158. Aujourd'hui, on a des redshifts qui vont jusqu'à 6, donc c'était vraiment très proche, mais à l'époque, c'était très, très lointain. Et donc, voici ce premier quasar qui a été détecté. Vous voyez que le noyau, qui est comme une étoile, il rayonne 1000 fois plus que toute la galaxie réunie. C'est pour ça qu'on ne voit plus la galaxie derrière. Mais lorsqu'on peut enlever, ça c'est une image du Hubble Space Telescope, donc on peut connaître exactement la réponse à un objet ponctuel, on peut le soustraire, pas très bien, mais enfin on peut le soustraire, et on voit la galaxie sous-jacente. On voit qu'il y a une galaxie qui comprend 200 milliards d'étoiles, mais dont la lumière était complètement éclipsée par le quasar. Donc on voit que les objets vraiment les plus lumineux de l'univers sont les trous noirs. Alors, sur cette image radio du quasar 3C273, ici, que vous voyez ici, en optique, et vous voyez aussi les contours de l'image radio, ce qu'on voit, c'est que vous avez un G qui est très grand, il fait 10 fois la taille de la galaxie, donc c'est quelque chose qui est éjecté par le trou noir supermassif et qui est vu dans plusieurs longueurs d'onde. Alors vous avez les longueurs d'onde optiques, le HST, vous avez les longueurs d'onde X, les rayons X qui sont vus par le satellite Chandra, vous avez l'interféromètre radio, Merlin, donc vous voyez tout ce G est vu en radio, en rayons X, en optique. Et en optique, on voit bien, il est fait de petits grumeaux. Donc, le trou noir nous envoie des signaux, en quelque sorte, des bouffées d'ondes lumineuses. Et donc, on va pouvoir, grâce à ces bouffées, en déduire la vitesse de ce signal. Alors, vous voyez un petit peu ces bouffées-là. Ce jet radio se décompose en petits clumps, comme ça, en petits grumeaux. Et on voit ici, en 1990, 1998 jusqu'à 1999 ici, vous voyez que ces petits grumeaux, ils bougent les uns par rapport aux autres. On a le mouvement propre. Et donc, on peut en déduire quelle est la vitesse parcourue par ces grumeaux en fonction du temps. Et surprise, ce qu'on a eu dans les années 70, surprise, c'est qu'ils ont l'air d'aller beaucoup plus vite que la lumière. Ici, on a un de ces jets radio où on a immobilisé un point A du flot de petites bouffées, et puis on voit le point B ici, et on voit qu'il a parcouru 60 années-lumière en 6 ans. Donc, ça va à 10 fois la vitesse de la lumière, en apparence en tout cas. Alors, pourquoi tous ces jets ont l'impression qu'ils vont plus vite que la lumière? Eh bien, simplement, c'est assez facile à expliquer, on le voit sur ce petit schéma. Le point A, il est plus loin de l'observateur ici que le point B, puisque le point B vient vers nous déjà, avec un petit angle, θ, mettons, il vient sur la ligne de visée. Et le point important à voir, c'est que A est en retard. Les signaux envoyés par A sont en retard par rapport aux signaux envoyés par B vers l'observateur. Et donc, le temps apparent sera
reculer du temps qu'il faut pour que la lumière fasse la distance x, c'est-à-dire x sur c. Donc, le temps apparent sera le temps que met B moins celui-là. Donc, A aura l'impression d'être en retard. Alors, si vous projetez tout ça avec le cosinus θ, vous voyez que la vitesse apparente, elle n'est pas seulement égale à V sinus θ, c'est-à-dire que la vitesse de faire Y ici par rapport au temps, mais divisé par ce bêta cosinus θ. Alors, bêta, c'est V sur C, c'est presque de l'ordre de 1, c'est-à-dire que les électrons qui sont dans le jet radio vont presque à la vitesse de la lumière, mais que comme cosinus θ et θ est très petit, c'est presque aussi égal à 1, vous avez un dénominateur qui est presque 0, donc on va pouvoir une vitesse qui va tendre vers l'infini. Alors là, ce qu'on observe, c'est 10 fois la vitesse de la lumière, c'est déjà beaucoup, mais on voit que dans les années 70, on détectait tous ces jets radio qui viennent vers vous, parce que ce sont les plus lumineux, bien sûr. Il y a un boost relativiste du fait de la vitesse qui vient vers vous. Évidemment, si on regardait les jets dans le plan du ciel, on n'aurait pas cet effet. Mais là, on regardait, tous ces jets semblaient aller plus vite que la lumière. C'était un mystère qui a été vite résolu. Et simplement, c'est parce que le messager, c'est-à-dire la lumière, va aussi vite que celui qui envoie le message. Alors, les quasars, comme ceux-ci, les noyaux actifs qui envoient du rayonnement de jets radio, sont aujourd'hui vus beaucoup moins fréquemment que dans la première moitié de l'univers. Ils sont vus lorsque on a des interactions de galaxies. En fait, la masse des trous noirs est proportionnelle à la masse du bulbe. Et la galaxie, par exemple, Messier 87, dont on a parlé au début, c'est vraiment une galaxie elliptique qui a une forte rotation et qui émet un jet radio assez important. Alors, comment ce jet va pouvoir être émis? Eh bien, il y a justement ce processus de Penrose que je peux citer ici, puisqu'il s'agit de la rotation du trou noir. En fait, quand un trou noir tourne, on n'a pas seulement l'horizon, peut-être qu'il est représenté ici, un cercle au bout duquel la vitesse d'échappement devient supérieure à la vitesse de la lumière, mais il y a aussi l'ergosphère qui est un peu aplatie, comme vous le voyez ici. Pourquoi? Parce que vous avez une force centrifuge, puisque la matière qui tourne est obligée de tourner très très vite aussi. Et donc, lorsque la majeure partie, enfin une grande partie de l'énergie du trou noir, c'est aussi l'énergie de rotation. 25% de l'énergie du trou noir, c'est l'énergie de rotation. Donc, si un peu de matière, par exemple ici, tombe sur le trou noir avec un moment cinétique opposé, à ce moment-là, vous allez diminuer le moment cinétique du trou noir et donc prendre de l'énergie au trou noir. À ce moment-là, vous pouvez imaginer qu'il y a en effet un tout petit peu de matière qui va être déchirée par la direction de marée. Une petite peu de matière va tomber, va prendre de l'énergie au trou noir et donc le reste de la matière va être éjecté avec beaucoup d'énergie et c'est ça le processus qui va former des jets. En général, ce qui forme des jets, ce sont les trous noirs en rotation rapide. Alors en plus, comment les jets sont-ils collimatés très loin du trou noir? Eh bien, simplement par le champ magnétique, parce que vous avez de la matière ionisée dans laquelle le champ magnétique est piégé. Ça tourne très rapidement, presque à la vitesse de la lumière. Donc, les lignes de champ sont très, très, très entourées, forcées de tourner et forment comme un fourreau qui collimate le jet, qui est du plasma, donc du gaz très ionisé. Et donc, on peut expliquer la formation de ces jets, comme celui-ci, Cygnus A, par exemple. Donc, vous avez la galaxie qui est ici, où le zoom montre une galaxie avec le HST, mais qui est toute petite. Et on peut avoir un jet qui va à 100 fois la taille de la galaxie, qui d'abord perd très peu d'énergie parce qu'il est très relativiste, et ensuite perd toute son énergie dans la lobe radio, et les électrons se ralentissent ici. Donc, vous voyez un petit peu ce jet qui commence à être bien compris. Et actuellement, on voit surtout les fusions de galaxies qui permettent au gaz de la galaxie de tomber à nouveau sur le trou noir et de réalimenter le trou noir. Alors, on a parfois, et c'est très rare, deux galaxies en interaction qui ont, elles, toutes les deux des jets. Alors, pourquoi c'est très rare? Simplement parce que une galaxie, en moyenne, il n'y a que 10% des galaxies qui formeront des quasars. Et parmi ces 10%, il n'y en a qu'un 1% qui formera des jets radio. Donc, ça ne fait que très, très peu. Donc, d'avoir un couple de galaxies qui a deux jets radio, c'est très, très rare. En voici un exemple. Et puis, vous avez les jets radio qui sont du plasma assez léger, finalement. Lorsque une galaxie rentre dans un amas de galaxies où il y a beaucoup de gaz très chaud, ça fait comme un vent qui permet de, disons, incliner ces jets. Vous voyez un peu que toutes les formes qu'on peut avoir, ça a permis d'expliquer pourquoi les jets sont parfois recourbés. Alors maintenant, je viens à l'énergie que peut avoir
ces trous noirs, à quoi elle est due? Elle est due uniquement à la gravité, uniquement. On a donné le rayon de l'horizon du trou noir qui est égal à m sur C2, en gros. Et lorsque vous faites l'énergie disponible, lorsque vous faites tomber une petite masse, petit m, sur le trou noir, vous avez une énergie potentielle qui est égale à 1,5 de mc2. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer, en faisant tomber une petite masse, par exemple, vous pouvez faire tomber des poubelles, par exemple, sur votre trou noir, vous allez gagner une énergie terrible qui est 1,5 d'mc2. Cette énergie, elle est encore bien plus forte que l'énergie de fusion nucléaire, puisque lorsque dans les étoiles, on transforme l'hélium, l'hydrogène en hélium, vous récupérez même pas 0,7% de l'énergie de masse, de mc2. Donc là, on peut aller jusqu'à 1,5 d'mc2. En moyenne, ce qu'on a vu dans les quasars et dans les noyaux actifs, c'est 10% de mc2, et c'est bien plus fort que l'énergie nucléaire. D'où on comprend pourquoi les trous noirs sont les objets les plus lumineux de l'univers. Par contre, ils sont limités. On ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez dégagé autant d'énergie autour d'un trou noir, dans le disque d'accrétion, vous avez tellement de pression de radiation que la pression de radiation va équilibrer la gravité et peu à peu, la matière va être repoussée et va être empêchée de tomber. Et ça, c'est ce qu'on appelle la limite d'Eddington. On peut le calculer. La limite d'Eddington pour un trou noir moyen de 100 millions de masses solaires, c'est 3 puissance 12. Donc, vous voyez, si, comme par exemple Messier 87, qui a 1 milliard de masses solaires, vous pouvez avoir 10 puissance 13 fois la luminosité solaire. Comme une galaxie ne fait que 10 puissance 10 luminosité solaire, vous pouvez avoir 1000 fois la luminosité d'une galaxie. C'est ainsi que 3C 273 avait cette luminosité-là. Et c'est une luminosité maximum pour ce trou noir-là. Alors, pour avoir cette luminosité maximum, qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger 2 masses solaires par an, par exemple. Et au-delà, vous ne pouvez plus manger puisque la matière sera expulsée. Alors, comment on connaît la masse des trous noirs? Voici un exemple avec le Hubble Space Telescope de la mesure de la vitesse. On a beaucoup de résolution lorsqu'on a un télescope dans l'espace, donc on peut mesurer la vitesse qui est très décalée vers le bleu et décalée vers le rouge. On peut mesurer la masse du trou noir. On peut aussi la mesurer avec les masers H2O qu'il y a autour des étoiles. Donc en radioastronomie, vous avez un disque d'accrétion autour d'une galaxie comme 4258, il y en a une vingtaine comme cela, et vous pouvez mesurer la vitesse autour du trou noir, donc la masse du trou noir. Donc il y a beaucoup de moyens de déterminer la masse du trou noir, et en résultat, on a obtenu cette relation, c'est que la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie. Donc ici, vous avez le bulbe, un très gros bulbe, par exemple une galaxie elliptique, vous avez 1 milliard de masses solaires. Pour une galaxie à disque sans bulbe, vous n'en avez pas. Par contre, la Voie lactée, qui est un tout petit bulbe comme ça, vous avez 4 millions de masses solaires de trous noirs dans la Voie lactée. Alors ça suggère que les deux s'autorégulent. On n'a pas n'importe quelle masse de trou noir dans n'importe quelle galaxie. Et en effet, on se sert beaucoup de cette autorégulation pour expliquer un des mystères qui est encore fondamental dans notre compréhension de la formation des galaxies. C'est pourquoi dans les galaxies, toute la matière ordinaire, elle a été éjectée. Alors, ce que l'on sait, je n'ai pas énormément le temps, c'est juste ma dernière point que je voudrais faire avant de terminer mon exposé, mais nous savons que la matière dans les galaxies, c'est non seulement la matière ordinaire, dans l'univers on a 5% de matière ordinaire, d'atomes, de baryons, et puis on a de la matière noire à 25%. Donc le rapport entre les deux, c'est 5 sur 25, ça fait 20%. On devrait avoir, normalement, à chaque fois qu'on forme une galaxie, 20% de masse sous forme d'atomes et puis le reste sous forme de matière noire. C'est pas du tout ce qu'on observe. Dans une galaxie, ce qu'on observe, c'est même pas 4%. 4% au maximum, c'est toujours inférieur à 4%. Ça veut dire que 80% des atomes ont été éjectés des galaxies et sont dans les filaments cosmiques, mais ne sont plus dans les galaxies. La matière noire est restée, mais la matière ordinaire est sortie. Pourquoi? Eh bien, justement, on va utiliser les trous noirs pour éjecter la masse. Alors, on sait que le trou noir, au point de vue masse, il est très petit, 0,5% de la masse de la galaxie. C'est ridicule. Le bulbe est bien plus massif, 1000 fois plus massif. Donc, gravitationnellement, le trou noir n'a aucune action. Mais il a de l'action par son énergie. Il va pouvoir éjecter tout le gaz par la pression de radiation.
Et on va avoir des exemples. Alors, par exemple, dans Perseus, la galaxie de Persée, on voit, ici vous avez une simulation, mais on voit le jet radio qui est émis par le trou noir et qui pousse le gaz X. Alors le gaz X, c'est toute la masse de l'amas de Persée, par exemple, et on voit les trous qui ont été faits par le trou noir. Il a beau être très 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 petit en masse, il est tellement énergique qu'il pousse tout le gaz de l'amas de galaxies. Donc on voit ces effets de rétroaction du trou noir qui éjecte toute la matière. Ici, c'est dans un amas de galaxies, vous en avez d'autres, où on voit des trous qui sont faits dans toute l'atmosphère de gaz qui est à 10 millions de degrés et qui est beaucoup plus massif que même toutes les galaxies réunies dans un amas. Donc, c'est le gaz qui rayonne en rayons X. Et on voit que les trous sont faits par les trous noirs. Donc, les trous noirs ont une énergie terrible et vont repousser tous les atomes et tous les baryons en dehors des galaxies. Ici, on en voit encore un exemple. On voit aussi, lorsqu'on s'approche très près du trou noir, vous avez un disque d'accrétion, vous avez un jet radio, et on voit en rayons X des raies du fer très proches qui ont des vitesses de 10 000 ou 20 000 km par seconde, c'est-à-dire une fraction de la vitesse de la lumière. On appelle ces jets des ultra fast outflow, des UFO, et c'est énorme, c'est-à-dire que ça repousse la matière, et en plus, lorsque ça arrive dans les molécules du gaz, on a d'énormes masses moléculaires qui sont éjectées, que l'on voit dans les spectres ici. Vous avez jusqu'à 1000 km par seconde de gaz moléculaire qui est éjecté. Et ça veut dire qu'on empêche à la galaxie de former des étoiles, puisque tout le gaz moléculaire qui devrait former des étoiles est repoussé très loin de la galaxie. Vous avez encore un exemple de galaxie, 4258, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, normalement, si le jet radio était perpendiculaire à la galaxie, toute l'énergie sortirait, pardon. Mais là, il a une orientation qui est faite au hasard, en fait. Vous avez la galaxie en orange, qui est la galaxie ordinaire, visible, et en bleu, ce que vous avez, c'est le jet radio, et aussi le jet X, qui est perturbé. Pourquoi il est incliné? C'est qu'il rencontre des nuages de la galaxie et qu'il est bloqué par ces nuages. Et vous voyez qu'il donne de l'énergie à la galaxie et qu'il va repousser le gaz de la galaxie. Donc, on pense que les trous noirs ont beaucoup d'effets sur les galaxies, non pas par leur masse, mais par leur énergie, et qui vont réguler la formation d'étoiles dans les galaxies. Donc, en conclusion, ces trous noirs vivent en symbiose avec les galaxies. Ils ont des masses d'1 million à 1 milliard de masses solaires, ce qui est très petit par rapport à la masse d'une galaxie qui est 100 fois ou 1000 fois plus grande. Mais l'énergie rayonnée par ce trou noir va repousser le gaz et va réguler la formation d'étoiles. Les éjections de gaz sont très fréquentes. Les trous noirs essaient d'avaler de la matière, mais ils repoussent. Et finalement, grâce au flot moléculaire que l'on a détecté récemment avec ALMA surtout, on a vu que des grandes quantités de gaz étaient repoussées. Donc ce phénomène de rétroaction ou feedback est très efficace et pourrait expliquer le fait d'observation que l'on ne voit que 4% des baryons dans les galaxies et que tous les baryons sont repoussés en dehors des galaxies. Donc vous voyez que grâce au trou noir, l'univers est vraiment très violent, très variable. On a des événements qui ne sont pas patience dans l'azur et complètement très calme, comme on aurait pu le penser. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Françoise Combe. Merci pour ces explications, je ne dirais pas lumineuses, mais lumineuses pour le sujet. On a reçu beaucoup de questions pendant votre présentation. Je tiens aussi à dire que près de 500 personnes nous ont rejoints pour vous écouter. Donc, on a aussi je dirais, une masse qui n'a cessé de grandir au fur et à mesure de votre exposé. Je vais essayer de synthétiser un certain nombre de questions pour vous permettre de faire des réponses qui ne soient pas trop longues. Les premières questions se sont posées lorsque vous avez présenté l'image de M87, du trou noir de M87, et que vous avez expliqué que on attendait avec l'Event Horizon Telescope l'image de la Voie lactée, enfin du trou noir de la Voie lactée. Oui. Vous avez expliqué que la matière qui tournait autour était trop rapide pour qu'on puisse la capter. Est-ce que vous pensez qu'on pourra prochainement obtenir d'autres images de trous noirs dans des galaxies, ou est-ce que M87 va rester unique?
Non, je pense que, et d'ailleurs, le Event Horizon Telescope, la grande collaboration, est en train d'essayer d'en détecter d'autres. D'abord, il est en train de revenir sur Sagittarius A-star, donc dans notre propre galaxie, pour essayer d'être plus rapide et de trouver des sursauts qui, même s'ils durent que 40 minutes, être prêts pour le capter. Hein, c'est presque la chasse au papillon. Il faut attraper le papillon quand il arrive. Donc ça, peut-être qu'on aura déjà notre propre galaxie en images de trous noirs. Et puis, ils sont en train d'essayer d'en faire d'autres dans le voisinage, parce qu'on peut à ce moment-là en regarder qu'ils sont 1000 fois plus loin que notre propre galaxie, pourvu qu'ils soient beaucoup plus massifs et qu'ils aient une taille qui fasse aussi 40 microsecondes d'arc, en fait. C'est ça le problème. Alors, il y a aussi d'autres développements qui sont un peu plus long terme. Ça, c'est à court terme. Mais à plus long terme, on a aussi des radiotélescopes millimétriques dans l'espace, ce qui permettra d'être plus stable, parce que là, l'atmosphère de la Terre nous gêne beaucoup en millimétrique, n'est pas stable. Il y a aussi un petit peu de la turbulence comme en optique. Donc, quand on aura des télescopes dans l'espace, d'abord, on aura une plus grande longueur d'onde de base, ligne de base, puisque ce sera plus 12 000 km, mais ce sera beaucoup plus. Et on pourra aussi s'affranchir de l'atmosphère. Donc, à long terme, on pourra en faire comme ça beaucoup plus dans l'espace. Alors, vous avez aussi dit très tôt dans votre exposé qu'il existait sans doute dans la Voie lactée des centaines de millions, vous avez dit, de trous noirs. Oui. Qui sont des petits trous noirs. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un moyen de détecter ces trous noirs errants? On en a détecté déjà. On en a déjà détecté, par exemple, Sinus X1, lorsque l'étoile est binaire, parce que la moitié des étoiles est binaire dans toutes les galaxies. Donc lorsque la supernovae, une des étoiles de la binaire a explosé en supernovae et n'a pas fait éclater la binaire aussi, la binaire est assez serrée, à ce moment-là, le trou noir orbite autour de l'étoile ordinaire. Et donc, on voit d'abord, même s'il n'y a pas d'échange de masse, on voit une étoile qui tourne. Et là, on est habitué à regarder la vitesse, qui même n'est pas très grande, mais avec les exoplanètes, on a à peu près la même technique, hein, de regarder la vitesse de recul de l'étoile. Et on sait qu'il y a un trou noir, qu'elle tourne autour d'un trou noir. Mais il y a aussi beaucoup de phénomènes lorsque l'enveloppe de l'étoile du compagnon tombe sur le trou noir de son compagnon. Et à ce moment-là, il y a un disaccrétion, c'est en quelque sorte un micro-quasar, une disaccrétion où il y a des rayons X. On appelle ça les binaires X. Et donc, il y a toutes les binaires X qu'on a détectés, on a beaucoup détectés dans la Voie lactée, et donc ce sont des trous noirs. Donc là, on a beaucoup de trous noirs dans la Voie lactée détectés déjà. Alors, est-ce qu'il peut exister des trous noirs, je dirais, comme certaines étoiles qui ont été expulsées et qui finalement circulent dans l'espace et pourraient rencontrer un système planétaire? Est-ce qu'il pourrait y avoir un danger? Alors non, il n'y a pas de danger parce qu'on ne s'imagine pas, mais la galaxie, elle a beau être un des endroits les plus denses de l'univers, c'est quand même du vide. En fait, la plupart, lorsqu'on voit les étoiles les unes des autres, elles ne se rencontrent jamais. Pour avoir une rencontre, même une déviation d'une étoile par une autre, il faut attendre 10 puissance 10 fois l'âge de l'univers. Donc, les étoiles ne se voient pas dans la galaxie. Il y a énormément de vide. C'est des têtes d'épingle dans beaucoup de vide. Donc, en effet, il y a des trous noirs qui sont… Est-ce que je peux vous interrompre une seconde, Françoise? Est-ce que vous pouvez enlever votre mode présentation sur votre ordinateur pour que l'on puisse disposer d'une image complète? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je vous laisse continuer. Oui, donc, en effet, il y a bien des trous noirs qui ont été jetés et qui sont en train, ce qu'on appelle runaway, c'est-à-dire qu'ils sont des voyageurs. Il y en a qui ont des vitesses très grandes et qui peuvent même être éjectés de la galaxie. Donc, il y a des trous noirs baladeurs, en quelque sorte, parce que simplement, lors de l'explosion, la binaire a été éclatée et il y a des effets de recul de chaque côté. Donc, il y a des trous noirs baladeurs, mais la rencontre avec un autre système planétaire a une probabilité exactement nulle. Nul. Pratiquement nul. On ne peut pas dire, mais les étoiles ne se rencontrent pas. Et même pour se dévier, il faut attendre 10 puissance 10 fois l'âge de l'univers pour qu'une étoile en dévie une autre. Autre question, est-ce que finalement, quand on utilise le mot trou noir, est-ce qu'on parle d'un phénomène ou est-ce qu'on parle d'un objet? Puisque vous avez parlé de petits trous noirs de masse intermédiaire et puis de grands trous noirs. Est-ce qu'on peut finalement mettre tout le monde dans le même sac ou est-ce que petit à petit, finalement, des distinguos vont se faire? En fait, non, c'est le même phénomène. Alors évidemment, les gros, comme je l'ai dit, si on arrive à quelques centaines de millions de masses solaires,
la force de marée que l'on aura au voisinage de l'horizon, elle sera très faible puisque la densité moyenne est bien inférieure à celle de l'eau. Donc, quand on arrive près du trou noir, on ne le sent pas. On peut rentrer dans l'horizon sans même être déformé. Alors ça nous intéresse parce que, par exemple, il y a des étoiles qui sont mangées par le trou noir, même sans avoir de manifestation lumineuse. Alors que pour un trou noir comme celui de la Voie lactée, qui fait que 4 millions, eh bien, les forces de marée sont très fortes et l'étoile, elle est déformée comme une crêpe et avant d'être avalée, elle va rayonner énormément, donc on va pouvoir en avoir la trace. Et pour un trou noir comme celui de Messier 87, l'étoile est avalée toute crue sans qu'on ait de manifestation. Donc ça, c'est un peu gênant. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des différences, mais au point de vue du principe, il y a toujours un horizon. Il y a toujours un horizon, un spin et donc une ergosphère. Et c'est exactement la même chose pour les deux trous noirs, quelle que soit leur masse. Est-ce qu'il pourrait exister, c'est une question qui nous a été posée aussi, des trous noirs avec un horizon des événements de l'ordre du mètre ou même d'une dizaine de mètres, ou est-ce que c'est impossible du fait de la taille d'origine des étoiles massives ou supermassives? Oui, voilà, c'est ça. Les étoiles, ce sera toujours de la masse solaire, donc 3 km au minimum. Donc le mètre, ça n'arrive pas. Alors, on peut penser à des trous noirs primordiaux, mais à ce moment-là, ils se seraient tous évaporés. Parce qu'on sait que les petits trous noirs, chaque trou noir a une température, mais la température est d'autant plus forte que la masse est petite. Donc ça, c'est le phénomène de Hawking, Stephen Hawking, qui avait montré qu'il y a une thermodynamique des trous noirs. Donc il y a une température de surface. Le trou noir de petite masse est très chaud, il s'évapore, il va faire pop et on n'a plus de trou noir. Donc tous les petits trous noirs sont déjà évaporés. Si jamais il y en avait eu de façon primordiale, hein, ce qui n'est surtout pas, c'est une spéculation encore. Alors, vous nous avez parlé aussi des galaxies et vous nous avez expliqué que le trou noir central éjectait une grande partie de la matière des galaxies à l'extérieur. Quid de la matière noire? Est-ce que la matière noire peut se concentrer elle aussi dans les trous noirs? Est-ce qu'un trou noir, c'est une zone critique qui est totalement dépourvue de matière noire? Il y a très peu de matière noire. La matière noire, elle ne rayonne pas, justement. C'est par définition. Et pour ça, enfin, elle n'est pas vraiment noire, elle est transparente. Le photon, elle n'absorbe pas ni n'émet aucun photon, donc elle est transparente. Et comme elle ne rayonne pas, elle ne peut pas disperser son énergie. Elle ne peut pas perdre de l'énergie. Donc, elle se met en forme de halo de matière noire autour des galaxies, mais elle ne peut pas se concentrer. Elle ne peut pas se fragmenter pour former des étoiles, etc. Donc, c'est très dilué au niveau du centre. Elle ne peut pas se concentrer. Alors que la matière ordinaire, elle rayonne et donc, elle peut former des grumeaux, elle peut se concentrer, elle peut tomber sur les trous noirs, etc. Donc, le trou noir n'est formé que de matière ordinaire, les atomes. La matière noire ne peut pas se concentrer. D'accord. Est-ce que les trous noirs meurent? Est-ce qu'ils ont une durée de vie connue? Alors, les petits trous noirs, oui, on vient juste de le dire, ils s'évaporent. Mais c'est que les tout petits trous noirs qui ont pu s'évaporer pendant le temps de Hubble. Pour avoir les trous noirs de masse stellaire, il faut beaucoup plus que le temps de Hubble pour qu'ils s'évaporent, donc on peut être tranquille. Les trous noirs que l'on connaît de masse, quelques masses solaires, ne s'évaporent pas pour nous. C'est bien inférieur que ça s'évapore. Alors les gros, encore moins. L'univers serait-il différent sans trous noirs? Ah oui, oui, oui. Les galaxies notamment. Hein, on a vu que la masse des galaxies, quand on a fait des simulations sur ordinateur pour former les galaxies, tout d'un coup, on formait des galaxies 10 à 100 fois plus grosses que les galaxies observées. On s'est aperçu qu'il fallait les réguler. Alors, on a commencé à les réguler en disant que les supernovae aussi éjectent de la masse. Ça marche pour les galaxies naines, parce que les galaxies naines ont une petite masse, donc les supernovae évaporaient un peu toute la masse de la galaxie. Par contre, pour les grosses galaxies, c'est pas possible. Et là, on a besoin des trous noirs pour réguler la formation des galaxies. Donc, les galaxies ne seraient pas les mêmes sans trous noirs. Qu'est-ce qui explique, autre question, le redshift gravitationnel dans la relativité générale? Ça, c'est des équations, ça sort des équations. Hein. Je ne saurais pas vous donner l'intuition de cela. C'est quand on écrit l'équation, qui est assez complexe, comme tout le monde le sait, on a la prédiction de ce redshift gravitationnel. On a aussi la prédiction, par exemple, de la précession du périhélie de Mercure, qui était justement un des phénomènes qui a poussé Einstein à montrer que sous Newton, Mercure avait une ellipse et puis ne précessait pas. Donc, le précession, et c'est justement ce genre de précession qu'on voudrait mesurer autour du trou noir de notre propre galaxie. Pour l'instant,
on n'a pas encore la précision de l'étoile S2. Je vous ai montré des étoiles qui étaient vraiment une ellipse. Et bientôt, on va pouvoir définir aussi la précession, un peu comme pour Mercure, qui sera une prédiction de la relativité générale. Mais c'est dans les équations, je ne saurais pas vous donner une intuition plus grande que ça. Peut-on traverser un trou noir? Certainement, mais personne n'en est revenu pour nous donner l'expérience. Mais peut-être que des astronautes vont tomber sur un trou noir et on n'en saura rien. Autre question, le sens du spin des galaxies est-il toujours le même? Le spin des galaxies, c'est aléatoire, c'est dans un sens ou dans l'autre. Alors, ça dépend des filaments cosmiques. On a des filaments, on a pu montrer que les spirales avaient toujours un spin, un moment cinétique aligné avec les filaments, et qu'une fois que les spirales fusionnaient pour donner des elliptiques, si l'elliptique à la fin tourne, elle a un moment cinétique perpendiculaire au filament cosmique, parce que ça vient de la fusion et que ça devient. Donc c'est juste la géométrie. Et en fait, le moment cinétique des galaxies vient par les interactions entre galaxies. Au début, il n'y a pas aucun moment cinétique, mais il y a des grumeaux qui se forment, donc qui vont devenir des galaxies, et l'interaction, les couples entre galaxies font tourner une galaxie dans un sens et une dans l'autre. En moyenne, c'est nul, mais elles interagissent les unes avec les autres pour se faire tourner entre elles. Alors, vous avez parlé effectivement de ces observations, somme toute assez récentes, des techniques qui sont en train d'être mises en œuvre, des télescopes en cours de développement, radiotélescopes, etc. Quel est, selon vous, le futur des recherches sur les trous noirs, ou plus exactement, qu'est-ce que vous attendez dans les années, les décennies qui viennent comme information de ces nouveaux moyens d'observation? Alors, il y a énormément de choses, parce qu'évidemment, on n'en est qu'au début. Alors d'abord, j'ai un petit peu effleuré le fait qu'on pense que les galaxies sont façonnées par les trous noirs. On aimerait en être plus sûr. Et pour cela, on a ALMA qui est déjà présent avec ses 60 antennes et qui nous permet de regarder la matière moléculaire qui tombe autour des trous noirs avec une plus grande résolution. On a comme résolution maintenant 20 milliards secondes, donc bien plus que le Hubble Space Telescope. Et on a pu voir ce qui arrivait près du trou noir, comment la matière tombait. Déjà, c'est une première chose. Et ensuite, à plus long terme, on aimerait connaître comment les trous noirs supermassifs fusionnent. Et donc là, on aura SKA, le Square Kilometre Array, qui est en train d'être construit en Australie et en Afrique du Sud, qui aura une surface équivalente au kilomètre carré, donc 1 million de mètres carrés, et qui va pouvoir détecter tous ces pulsars et donc peut-être avoir la fusion des trous noirs. On a vu qu'il y avait des résultats préliminaires, mais on en est vraiment au début. Alors, je voudrais conclure par une question peut-être un petit peu plus personnelle. C'est qu'est-ce que vous inspire finalement cette recherche dont on peut dire, vous l'avez dit, elle est née dans les équations de la relativité générale d'Albert Einstein il y a un peu plus d'un siècle. Lui-même n'y croyait pas, en tout cas c'était une possibilité théorique. On a vu apparaître les premiers instruments, des observations d'ailleurs que vous décrivez comme étant entre guillemets accidentelles, puisque les pulsars ou les quasars sont des objets qu'on confondait d'abord avec des étoiles peut-être très brillantes et très lointaines. Mais qu'est-ce que ça vous inspire dans le processus je dirais, de fonctionnement de la recherche entre une idée théorique, des observations, des découvertes Aujourd'hui, comment vivez-vous finalement cette décennie d'expérience, de découverte et quel sens donne cette recherche pour vous sur ce qui est en difficulté sans doute aujourd'hui plus, particulièrement à cette époque, c'est finalement la recherche fondamentale et son utilité dans le long terme. Oui, c'est vrai qu'en astrophysique, on a fait énormément de progrès ces temps-ci. On a les ondes gravitationnelles, on a l'image du trou noir, on a énormément de choses. Et puis, on a aussi, avec le satellite Planck, détecté quel est le contenu de l'univers. On sait qu'il y a de la matière ordinaire, de la matière noire, l'énergie noire qu'on a découvert récemment. Et tout cela nous permet d'aller au plus profond, de savoir vraiment quelles sont les forces fondamentales. Parce qu'actuellement, on a tellement de secteurs noirs entre la matière noire et l'énergie noire, que certains se posent la question, est-ce que c'est pas la gravité qu'il faudrait modifier? Donc, on est en train d'essayer de changer la force de la nature. On a 4 forces et on essaie d'en interagir une 5e force. On ne sait pas très bien si elle existe, mais il est possible que tout le secteur noir, en fait, n'existe pas,
mais il existe simplement parce qu'on applique la gravité d'Einstein telle qu'elle est et que personne n'a pu mesurer, à part le système solaire où tout marche bien, on n'est pas allé voir au bout de la galaxie. Et c'est justement en champ faible qu'on a un problème. À chaque fois qu'il y a le champ fort, il n'y a aucun problème. En champ faible, le champ faible, il faut aller au bout de la galaxie pour le voir. Le système solaire, il est en champ fort, champ gravitationnel fort. Donc c'est en champ faible qu'on a des problèmes et qu'on sera obligé de changer la loi de gravité. Donc on est en train de se poser la question, est-ce qu'il faut garder la même loi, alors on a toute cette matière noire dont on n'a jamais vu la moindre particule, ou faut-il changer la loi de la gravité? Et ça touche un peu à ce qu'Einstein essayait de trouver au début du XXe siècle, c'est-à-dire une compatibilité entre la mécanique quantique et la gravité. Pour l'instant, c'est toujours pas vrai. Et donc, on essaie de voir si on pourrait expliquer les phénomènes quantiques avec la gravité. Là, il y a un gros problème au niveau des trous noirs, justement. Parce que là, on a une singularité, et c'est certainement pas vrai. On sait très bien que toute singularité, c'est justement notre ignorance du fait qu'à petite échelle, on devrait avoir des phénomènes de gravité quantique. Alors, on essaie de voir justement, et peut-être cette physique de trous noirs, comme on aura avec tous les instruments futurs, on pourra peut-être bâtir un peu plus la gravité quantique. Il y a des essais qui sont faits de gravité quantique avec des gravités à boucle ou pas. Et je pense qu'on va pouvoir unifier un peu les forces fondamentales et vérifier un peu toute la base de la physique. Je pense que là, l'apport de l'astrophysique est fondamental. Et là, il faut au moins deux pieds, le pied théorique et le pied pratique observationnel. Les deux doivent fonctionner ensemble. Il faut observer parce que cette gravité quantique, c'est l'observation qui va nous dire quelle est la théorie qui est vraie. Parce que les théoriciens, on a déjà une vingtaine de théories. Et encore une vingtaine de classes de théories. À l'intérieur, il y a plusieurs variantes. Donc, de théories, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais seule l'expérience va nous le montrer. On a vu qu'il y avait certaines théories de gravité modifiée dont la vitesse des ondes gravitationnelles n'était pas égale à la vitesse de la lumière. Et il y en a la moitié qui a été éliminée déjà avec l'observation. Donc, on voit que l'observation est maître, en fait, du développement futur. Bon, donc, beaucoup de découvertes attendues encore. Et je voulais vous remercier beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.